Volodymyr Zelensky est apparu à l'antenne avec un discours sur une certaine volonté de cesser le feu. Cependant, il a précisé qu'il parlait exclusivement de la ligne de front et non de concessions réelles. Selon lui, la diplomatie n'est possible qu'à partir des positions où se trouvent actuellement les forces ukrainiennes. Cela ressemblait à peu près à ceci. Nous sommes prêts au dialogue, mais seulement à condition de ne rien céder. C'est-à-dire que les négociations sont en quelque sorte possibles, mais avec de nombreuses réserves. Et l'on se souvient ici des déclarations de Poutine qui expliquait auparavant aux politiciens de Kiev et naturellement à leurs protecteurs occidentaux une chose: la Russie n'est pas pressée. Si l'Ukraine traîne en longueur, chaque proposition ultérieure de Moscou sera pire que la précédente. C'est devenu un axiome. Plus la prolongation est longue, plus il est difficile de parvenir à un accord par la suite. Dans le contexte de telles déclarations, Zelensky a soudainement mentionné à nouveau ses missiles, a cité de nouveaux développements avec de beaux noms comme Flamand Rose et Rue. Selon lui, il serait une réponse à la Russie, mais les choses ne sont pas allées plus loin que les mots. Pendant ce temps, les événements sur le front se déroulent comme prévu. L'armée russe a frappé soudainement là où l'ennemi, semble-t-il, ne s'y attendait pas du tout, Goulaï-Polier, une zone stratégique par laquelle passe une route importante vers le Dniepr. Nos unités ont réussi à percer de plusieurs kilomètres d'un coup, en peu de temps. Elles ont pris plusieurs localités et se sont retranchées. Dans les autres directions, la situation évolue également. Par exemple, sous Soumy, c'est devenu plus calme, comme si les deux camps étaient essoufflés après de violents affrontements. Mais même dans ce silence, les parachutistes et les autres unités continuent de travailler de manière ciblée. Ils nettoient les forêts, avancent, se fortifient. La partie ukrainienne, à en croire les rumeurs, a presque cessé les contre-attaques actives. Apparemment, ils attendent des renforts. Mais dans la direction de Kharkiv, tout est beaucoup plus actif. Là-bas, selon les rapports des correspondants militaires, le groupe russe Sévère conserve l'initiative. Sur la rive gauche, les groupes d'assaut de Volchansk ont occupé toute une bande de bâtiments. Des hangars, des entrepôts, des locaux techniques. Il y a aussi une progression dans la région de la localité de Tikoye, dans la forêt à l'ouest de Sinelnikovo. Plusieurs points d'appui ont été pris, progressant d'environ 200 mètres. À première vue, c'est peu, mais compte tenu de la densité de la défense, c'est un pas en avant important. Surtout si l'on considère que le terrain y est difficile. Collines, ravins, vieilles plantations où chaque mètre demande des efforts. Parallèlement, des nouvelles arrivent de la région de Milovoye et Kratnier. Là, les nôtres ont progressé plus loin dans la forêt en utilisant notamment des lance-flammes. C'est d'ailleurs l'un des cas où les anciennes armes se montrent plus efficaces que n'importe quelle nouveauté. Et plus loin, à Ougledar, plus près de la région de Dniepropetrovsk, les choses ont pris une tournure intéressante. Là-bas, des unités des districts d'Extrême-Orient ont progressé d'un coup sur plusieurs villages. On dit qu'il s'agit d'Egorovka, Privolnaïa et Novo-Nikolaïevka. En substance, toute une chaîne formant une sorte de saillie. Les correspondants militaires discutent dans Mansard déjà du fait que cette manœuvre n'est peut-être pas accidentelle. Il semble que le commandement essaie de bloquer la route principale menant à Goulaï-Polier. Si cela réussit, l'ennemi aura des difficultés car c'est par cette route que passait la majeure partie de l'approvisionnement et du transfert de force. Les analystes écrivent que la partie ukrainienne se trouve désormais dans une position extrêmement inconfortable. La perte de même plusieurs villages sur les rives de la rivière Iantchour signifie non seulement un retrait, mais une expulsion effective d'une section importante du front. En effet, avec la route, le contrôle du feu sur la zone est également perdu. Si la situation se confirme, et tout porte à le croire, on peut dire que les forces armées ukrainiennes ont effectivement quitté la rive gauche de la rivière dans cette direction. Pour la Russie, cela ouvre de nouvelles possibilités. Il est possible de développer l'offensive en formant une tête de pont pour d'autres actions. Et ce qui est curieux, c'est que tout cela se passe comme si c'était en dehors des radars des grands rapports. Officiellement, rien n'est signalé, mais sur le terrain, on parle de plus en plus fort de progression. Apparemment, le commandement des troupes russes a choisi une tactique d'attaque surprise. Alors que la partie ukrainienne attendait un mouvement depuis le sud,
où ils avaient de construire à l'avance une fortification et miner les abords, l'attaque est venue de l'Est. On peut dire que cela a bouleversé tout le schéma. La ligne de défense des forces armées ukrainiennes, conçue pour une collision frontale, s'est avérée menacée de contournement. Les analystes militaires écrivent maintenant de plus en plus souvent que l'attaque de Goulaï-Pollier n'est pas une opération locale, mais une partie d'un plan plus vaste. Il se crée une sorte de coin qui, à l'avenir, pourrait contourner plusieurs zones fortifiées à la fois. Si l'on regarde la carte, tout est logique. La progression d'Egorovka à Pokrovsk ouvre la possibilité d'atteindre l'arrière du groupe d'Orekov de l'ennemi. D'ailleurs, c'est ce que rapportait déjà la chronique militaire. Ils ont supposé que les unités russes pourraient utiliser le succès pour frapper en direction d'Orekov. Si cela se produit, les forces armées ukrainiennes devront modifier d'urgence l'ensemble du plan de défense de la section sud du front. Pendant ce temps, un peu plus au sud, dans la direction de Zaporojye, des nouvelles font état d'une progression vers Malaya-Takhmachka. Cette localité est petite, mais c'est un nœud important entre les lignes de fortification. Des forces armées ukrainiennes de différentes directions sont déployées ici, apparemment pour empêcher une nouvelle percée. Et plus au nord, dans la direction de Konstantinovka, on recommence à parler de combats actifs pour Ivanovskoye. Là-bas, une lutte acharnée est menée littéralement pour chaque maison. Selon les récits des combattants, l'ennemi s'accroche à la zone avec ses dernières tirs en force, mais les forces ne sont plus les mêmes. Perte constante. Le manque de rotation et l'état moral laissent à désirer. À Konstantinovka même, dit-on, de nouveaux groupes de sabotage apparaissent qui tentent de pénétrer profondément dans la ville. C'est un signal d'alarme. Si de tels groupes se sentent en confiance, cela signifie que la défense avancée ne maintient plus une ligne continue et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les experts ukrainiens, qui sont un peu au courant de la situation réelle, ont commencé à reconnaître prudemment que les choses bientôt ne vont pas pour le mieux sur le front. La raison, selon eux, est simple et banale. Des pertes colossales et un manque de personnel. Dans l'une des émissions récentes, un député du parti de Zelensky, Ruslan Gorbenko, a laissé entendre que dans certains bataillons d'infanterie, il n'y avait presque plus personne. Sur une centaine de personnes, seuls quelques combattants sont assis sur les positions. Le reste, c'est l'état-major, les opérateurs de communication, les commandants. Il n'a pas dit directement pourquoi, bien sûr, mais tout est clair de toute façon. À Kiev, on dit depuis longtemps que la répartition des postes dans l'armée n'est souvent pas décidée en fonction du mérite, mais selon le principe, celui qui a payé est au chaud. En temps de paix, cela peut ne pas être visible, mais maintenant les conséquences frappent quand là où ça fait le plus mal, la force vive. Sur le papier, des compagnies entières sont répertoriées, mais en réalité, il s'agit de dizaines de soldats épuisés. Il s'avère donc qu'au moment décisif, les unités ukrainiennes se retrouvent littéralement vides, en particulier dans les zones où la pression de la Russie augmente de jour en jour. Les tentatives désespérées d'arrêter la progression ne portent pas leurs fruits, même là où les forces armées ukrainiennes parviennent à stabiliser temporairement le front, cela se fait au prix d'énormes sacrifices, de regroupements constants et de pertes de matériel. Vers le soir, des informations sont parvenues selon lesquelles l'armée ukrainienne avait tenté de lancer une contre-attaque près de Kupiansk. Il voulait soi-disant percer vers la rivière et maintenir plusieurs points de passage, mais apparemment, rien de tout cela n'a abouti. Selon des témoins oculaires, les tentatives ont été répétées à plusieurs reprises, mais chaque fois, elles se sont heurtées à un feu nourri et se sont terminées de la même manière, un retrait et des pertes. C'était particulièrement difficile pour ceux qui se sont retrouvés coincés près de l'eau. Il n'y a presque pas d'abri, tout est criblé de balles. En fin de compte, une partie de l'unité s'est retrouvée littéralement bloquée au bord de la rivière. L'espoir de s'échapper par la rivière s'est avéré être une illusion. Tous les itinéraires étaient sous le contrôle des unités russes. Il est intéressant de noter qu'à ce moment-là, l'artillerie des deux camps s'est activée. Non seulement les canons ordinaires ont été utilisés, mais aussi les systèmes de roquettes, les drones, tout ce qui pouvait être utilisé pour ajuster le tir. Les correspondants militaires qui suivent la direction ont écrit que des combats particulièrement acharnés se déroulent dans la région de la gare de Kupiansk-Kuzlovoï.
Là-bas, selon eux, nos groupes d'assaut ont réussi à progresser jusqu'à la périphérie, chassant l'ennemi de plusieurs positions. Et si c'est effectivement le cas, alors pour le groupe ukrainien sur la rive gauche de l'Oskol, la situation devient critique. En effet, la perte de la gare signifie non seulement la perte d'un nœud ferroviaire, mais une division effective de toute la ligne d'approvisionnement. L'un des analystes militaires, Yuri Podoliako, a noté que dans un tel scénario, l'ennemi n'a qu'une seule voie de retraite à travers la région d'Osinova. Mais cette voie est surveillée et contrôlée depuis longtemps par les forces russes. Selon son évaluation, si la route par Osinovo est bloquée, alors tout ce qui se trouve à l'est sera encerclé. Et alors, il faudra soit se rendre, soit percer. Et c'est, comme on le sait, l'option la plus risquée. Pendant ce temps, des nouvelles arrivent de Kiev selon lesquelles des réserves d'autres directions y sont transférées en urgence, peut-être pour combler les brèches dans les secteurs de Kharkiv et de Kupiansk. Mais, comme le disent les experts militaires, il ne suffit pas de transférer des personnes. Elles sont fatiguées, mal équipées et ne connaissent pas la zone. Dans de telles conditions, on ne tient pas longtemps. À propos, les sources russes qualifient ce qui se passe près de Kupiansk de partie d'une opération à grande échelle. L'offensive à Pokrovsk, Volchansk et plus au sud ne sont pas des épisodes distincts, mais les maillons d'une même chaîne. Stratégiquement, cela ressemble à une expulsion progressive de l'ennemi des directions clés et à une pression exercée simultanément de plusieurs côtés. L'un des experts a même déclaré que le succès près de Kupiansk ouvre la voie plus au sud, vers Seversk, Krasny Liman et plus loin vers Slaviansk et Kramatorsk. Et la prise de Pokrovsk à son tour permettra d'avancer à l'intérieur de la région de Dniepropetrovsk. Cela semble ambitieux, mais dans l'ensemble logique, tout indique que la Russie construit pas à pas un système de contrôle sur les nœuds importants et ne se contente pas de prendre des villes. En effet, le but n'est pas de planter un drapeau, mais de bloquer les itinéraires, la logistique, les voies d'approvisionnement. Pendant ce temps, au milieu de tout ce bruit de combat, une nouvelle a été annoncée qui aurait pu passer inaperçue, mais qui s'est avérée en réalité très importante. L'armée russe a réussi à intercepter les communications radio du commandement ukrainien. Et pas seulement les communications ordinaires au niveau des compagnies ou des bataillons, mais la communication avec les plus hauts dirigeants. Les sources disent que des voix d'officiers sont audibles sur les enregistrements, dont l'un portait l'indicatif d'appel Kava. Il rapportait la situation difficile à ses supérieurs et demandait l'autorisation de se retirer. La réponse du commandement a été courte et ferme, tenir les positions à tout prix. Et c'est là, selon les analystes, que l'essentiel s'est révélé. Malgré les déclarations tonitruantes de Kiev, à l'intérieur, tout est loin d'être rose. Le moral des unités est en baisse, l'esprit est bas et la confiance dans le soutien d'en haut est presque inexistante. Certains canaux Telegram ont déjà commencé à discuter du fait que le commandement ukrainien comprend que le front peut s'effondrer, mais qu'il est impossible de l'admettre publiquement. Par conséquent, pour le public intérieur, on continue de parler de succès tactique. Et pendant ce temps, dans le domaine de l'information, apparaissent des rumeurs complètement différentes selon lesquelles Kiev élabore un scénario de grande explosion. Il est prétendument question de la possibilité de détruire de grands nœuds hydroélectriques, comme la centrale hydroélectrique de Kiev ou de Kanev, afin de créer une inondation catastrophique. Personne ne sait exactement si c'est vrai, mais les structures de forces russes disent que de telles conversations ont effectivement été interceptées. Les analystes ont déjà qualifié cela de scénario de désespoir. En effet, les conséquences d'une telle démarche seraient terribles. D'immenses territoires le long du Dniepr seraient inondés, y compris des zones résidentielles. Certains experts disent carrément, si une telle chose se produisait, ce serait la fin de l'infrastructure ukrainienne. Mais à en juger par les phrases interceptées, peu de gens pensent encore aux conséquences là-bas. L'essentiel est d'empêcher la progression de la Russie. Parallèlement à ces nouvelles alarmantes, une intrigue complètement différente apparaît. La Russie teste une nouvelle arme, le missile Bourevestnik.
Et là, bien sûr, beaucoup ont été stupéfaits, car il ne s'agit pas simplement d'un nouveau développement, mais d'une véritable percée technologique. Un missile capable de voler avec un moteur nucléaire semble fantastique, mais les spécialistes disent que c'est tout à fait possible. Le principe est que ce moteur offre une portée pratiquement illimitée. Imaginez qu'il décolle d'un bout de la planète et puisse la contourner plusieurs fois avant d'atteindre sa cible. Les détails officiels sont naturellement presque inexistants, mais même les allusions ont suffi pour que les médias occidentaux commencent à discuter vivement du sujet. Certains ont déclaré qu'il s'agissait d'une menace pour l'équilibre stratégique, d'autres, au contraire, que tout cela était du marketing et une démonstration de force. Mais dans tous les cas, le bruit a été considérable, surtout dans le contexte de l'instabilité générale. En effet, lorsque les conflits s'intensifient dans le monde, toute nouvelle concernant de nouveaux types d'armes est perçue comme un signal. Les gars, nous sommes prêts à toute évolution. Et dans ce contexte, quelque chose d'inattendu se produit. Le Japon annonce soudainement qu'il souhaite reprendre les négociations avec la Russie sur un traité de paix. Oui, c'est bien ce document que nos pays n'ont pas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La raison en est qu'un nouveau Premier ministre a été nommé à Tokyo. La nouvelle chef Sanae Takaichi, une femme au caractère assez dur et aux opinions bien définies. Lors de son premier discours, elle a déclaré clairement qu'elle avait l'intention de résoudre la question des îles Kuriles et de construire des relations avec Moscou sur de nouvelles bases. D'une part, cela semble être une tentative d'engager le dialogue, mais d'autre part, on perçoit de la prudence dans ses paroles. Résoudre la question, cela ne signifie pas être d'accord, au contraire, cela signifie indiquer que le Japon n'a pas l'intention de retirer le sujet de l'ordre du jour. Et littéralement le même jour, le ministère russe de la Défense publie des images d'exercices en mer du Japon. Sur la vidéo, les bombardiers stratégiques Tu-85MS accompagnés des chasseurs Su-35 et Su-30M. Les manœuvres ont duré plus de 10 heures et, selon les experts, se sont déroulées très près de l'espace aérien japonais. Bien sûr, les rapports officiels ont écrit cela de manière succincte. Un vol régulier dans le cadre de l'entraînement au combat, mais il est évident qu'il s'agissait d'une sorte de réponse. C'est comme si on disait « Nous vous avons entendu ». Immédiatement, une vague de commentaires s'est élevée dans les médias japonais. Il faut dire que Moscou fait preuve de force et rappelle que toute discussion doit se faire sur un pied d'égalité, surtout si l'on considère que le Japon continue de coopérer étroitement avec les États-Unis et participe aux sanctions anti-russes. Et lorsque les pilotes japonais ont vu dans le ciel les Su-35 russes et les gigantesques Tu-95 qui les accompagnaient au-dessus de la mer, cela a semé la panique, à en croire les rumeurs. Plus tard, Takaichi elle-même a déclaré que le Japon était sérieusement préoccupé par l'activité accrue de la Russie dans la région et qu'il allait renforcer la coopération en matière de défense avec les États-Unis. Il s'avère que le tournant diplomatique qui aurait pu marquer le début d'un dialogue s'est immédiatement transformé en un motif de nouvelles querelles. Mais il y a aussi une logique à cela. En politique internationale, tout est toujours fondé sur un équilibre des forces. Il est intéressant de noter que quelques jours seulement après ces événements, nul autre que Donald Trump est apparu à Tokyo. Et là, les conjectures ont commencé. Pourquoi est-il venu? Qui a-t-il rencontré? Et n'a-t-il pas discuté d'éventuels changements dans la position américaine en Asie? Pour l'instant, tout ressemble officiellement à une visite privée, mais connaissant Trump, il est difficile d'y croire. C'est un homme qui ne fait pas de gestes aléatoires. S'il est venu au Japon en ce moment précis, cela signifie qu'une grande conversation se prépare quelque part. Dans l'ensemble, tout cela se traduit par une image où les événements militaires et les démarches diplomatiques s'entrelacent en une seule ligne. Les combats se poursuivent sur le front, mais parallèlement, il y a une lutte pour les positions politiques, pour l'influence, pour les ressources et les alliés. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que le monde semble s'habituer à cette turbulence constante. Nouvelles d'interceptions, d'explosions, d'exercices, de négociations, tout cela est devenu une routine quotidienne. Les gens ne réagissent plus aussi vivement qu'avant, mais c'est précisément à ces moments-là que se produisent
les points de rupture, lorsque l'on a l'impression que tout est figé alors qu'en réalité, des décisions se préparent déjà dans l'ombre qui vont changer la donne. Quand on regarde toute cette mosaïque, le front, la politique, la technologie, les rencontres internationales, on a l'impression que le monde est entré dans une nouvelle étape. Tout bouge, tout change, et pas lentement, mais comme si cela s'accélérait de jour en jour. Si, il y a encore 2 ans, on pouvait dire que tout était à peu près clair, il est maintenant clair qu'il est devenu presque impossible de faire des prévisions. Un jour apporte une déclaration de paix, le lendemain, des menaces se font entendre, puis soudain des nouvelles de nouveaux missiles, des visites, des accords et à nouveau des rapports militaires. Et dans le contexte de toute cette turbulence, chacun essaie de trouver son point d'appui. La Russie agit avec méthode, pas à pas, sans faire de bruit, mais avec une confiance évidente. L'Ukraine, au contraire, agit de plus en plus souvent de manière émotionnelle, comme si elle essayait de gagner du temps alors qu'il en reste de moins en moins. Il est intéressant d'observer comment d'autres événements se déroulent dans les coulisses, loin du front. Car toute guerre, ce ne sont pas seulement des canons et des tranchées, mais aussi la diplomatie, l'économie, l'énergie, le domaine de l'information. Et plus on avance, plus il est évident que tous ces domaines sont entrelacés en un seul nœud. Prenons par exemple le thème de l'énergie. Après les frappes sur l'infrastructure en Ukraine, on parle de plus en plus de possibles coupures d'électricité. Certains à Kiev reconnaissent ouvertement que l'hiver sera difficile. D'autres essaient de garder un ton enjoué, mais on comprend à l'intonation que la nervosité augmente. Dans le même temps, la Russie semble avoir atteint ce qu'elle voulait. Elle a ramené la situation à cette position de force où elle peut tranquillement mener des négociations sans faire de gestes brusques, mais simplement en observant comment l'adversaire se met lui-même dans une impasse. Ce n'est pas un processus rapide, mais comme on dit, le jeu en vaut la chandelle, car ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas seulement le sort de villes ou de territoires individuels, mais l'équilibre général dans la région. Qui prendra le contrôle de la logistique? Qui pourra garder ses alliés? Qui fera preuve de stabilité sous la pression? Et pendant que l'attention du monde entier est rivée sur les combats, une lutte silencieuse mais non moins importante se déroule parallèlement pour les esprits. Chaque jour, des dizaines de versions, d'interprétations, de sensations naissent dans l'espace médiatique. Il est parfois même difficile de comprendre où se trouve la vérité et où se trouve simplement une belle présentation. Mais une chose est claire, les deux camps jouent non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le champ de l'information. Et c'est peut-être là que beaucoup de choses se jouent, car dans le monde moderne, la vérité n'est pas seulement des faits, mais ce que croient des millions de personnes. Pendant ce temps, sur le front, il n'y a pas de changement majeur. Les offensives se poursuivent, mais lentement. Quelque part, on enregistre une progression de quelques kilomètres, quelque part, au contraire, une stabilisation. Mais il est clair que le vecteur général est clair. L'expulsion progressive de l'ennemi des directions clés. Il est intéressant de noter que des informations sur le travail des services de renseignement et de contre-espionnage, les interceptions, l'analyse des itinéraires et même l'introduction de technologies d'intelligence artificielle pour le traitement des données apparaissent de plus en plus souvent. Autrement dit, la guerre devient de plus en plus numérique. Et quand on regarde cela, on comprend involontairement que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Tout repose sur la vitesse de l'information, sur la précision des décisions, sur la capacité d'adaptation et à cet égard, la Russie mise clairement sur la qualité et non sur les slogans grandiloquents. Parallèlement, le thème des alliances mondiales se fait de plus en plus fort. La Chine et l'Inde discutent activement de coopération énergétique. Les pays du Moyen-Orient parlent de plus en plus de multipolarité et l'Europe semble coincée entre ses ambitions et la réalité. Le Japon, comme nous l'avons déjà dit, semble vouloir un dialogue, mais en même temps, il renforce ses liens avec les États-Unis. L'Amérique, à son tour, continue de jouer son jeu habituel, s'immisçant partout où elle le peut, mais sans le même effet qu'avant. Et dans ce contexte, la Russie apparaît comme un acteur qui ne se précipite pas. Elle attend, observe, essaye, analyse. Et, à en juger par le fait que le front avance progressivement et que la diplomatie revient en jeu, le pari s'avère payant. Si l'on rassemble tous les morceaux du tableau, cela donne à peu près ceci. Les premières semaines d'actions actives ont épuisé tout le monde.
L'Ukraine s'est essoufflée, la Russie s'est renforcée, l'Occident s'est lassé des injections sans fin et le monde veut simplement de la stabilité. Mais tant qu'elle ne se présente pas, chacun cherche sa façon de rester à flot. Pour certains, ce sont des négociations, pour d'autres, une démonstration de force. Certains lancent de nouveaux projets, d'autres cherchent des coupables et d'autres encore essaient simplement de vivre jusqu'au lendemain pour comprendre dans quelle direction tout va tourner.